Dans les collines verdoyantes qui entourent Medellín, au cœur de la Colombie, naît le 1er décembre 1949 un enfant qui marquera à jamais l'histoire de l'Amérique latine. Pablo Emilio Escobar Gaviria voit le jour dans une famille modeste du petit village de Rio Negro, dans le département d'Antioquia. Son père, Abel de Jesús Dari Escobar Echeverri, travaille comme gardien de bétail et agriculteur occasionnel, tandis que sa mère, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio, enseigne dans une école primaire locale. La Colombie des années 50 traverse une période particulièrement tumultueuse de son histoire. Le pays sort à peine de la violencia, cette guerre civile non déclarée qui a déchiré la nation entre conservateurs et libéraux, causant la mort de plus de 200 000 personnes entre 1948 et 1958. Dans ce contexte de violence institutionnalisée et de pauvreté généralisée, la famille Escobar représente la classe moyenne émergente d'Antioquia, une région montagneuse réputée pour l'esprit entrepreneurial de ses habitants, mais aussi pour leur tendance à contourner les règles établies. Le jeune Pablo grandit dans un environnement où les frontières entre le légal et l'illégal s'estompent souvent par nécessité. Les récits familiaux décrivent un enfant intelligent et charismatique, mais également déterminé à ne jamais connaître la pauvreté qu'il observe autour de lui. À l'école primaire de Rio Negro, ses professeurs remarquent ses capacités intellectuelles exceptionnelles, particulièrement en mathématiques et en stratégie. Cependant, ils notent également son tempérament rebelle et sa tendance à défier l'autorité lorsqu'elle ne correspond pas à sa vision du monde. Vers l'âge de 10 ans, la famille Escobar déménage vers le quartier de La Paz, dans la banlieue de Medellín. Cette migration vers la grande ville expose Pablo à un univers urbain en pleine transformation. Medellín connaît alors une croissance démographique explosive, alimentée par l'exode rural provoqué par la violencia. Des milliers de familles fuyant les campagnes s'installent dans les quartiers périphériques, créant un mélange social complexe où se côtoient travailleurs honnêtes et délinquants occasionnels. L'adolescence de Pablo se déroule dans ce contexte d'urbanisation chaotique. Au lycée Lucrecio Jaramillo Vélez, il démontre une intelligence remarquable, mais son comportement devient de plus en plus problématique. Les témoignages de ses camarades de classe révèlent un jeune homme capable de charme extraordinaire, mais aussi d'une détermination implacable à obtenir ce qu'il désire. Il excelle particulièrement dans les matières qui requièrent une pensée stratégique, développant une capacité exceptionnelle à analyser les situations complexes et à identifier les failles dans les systèmes établis. C'est durant cette période que Pablo développe sa philosophie personnelle, mélange de pragmatisme extrême et d'ambition démesurée. Il observe attentivement les inégalités sociales qui l'entourent et conclut que la société colombienne ne récompense pas nécessairement le mérite ou le travail honnête, mais plutôt l'audace et la capacité à saisir les opportunités, quelles qu'elles soient. Cette vision du monde façonne progressivement son approche de la vie, où les règles morales traditionnelles deviennent secondaires face à l'efficacité et aux résultats. Les premières activités illégales de Pablo commencent de manière apparemment anodine durant ses années de lycée. Les archives policières de l'époque mentionnent des incidents mineurs, vente de cigarettes de contrebande dans la cour de récréation, organisation de paris clandestins sur les matchs de football local et même la revente de devoirs scolaires aux étudiants moins doués. Ces activités, bien qu'illégales, révèlent déjà les traits qui définiront sa carrière criminelle future. La capacité à identifier les besoins non satisfaits du marché, l'organisation méthodique de réseaux de distribution et l'utilisation stratégique de la corruption pour éviter les conséquences. Après l'obtention de son diplôme de fin d'études secondaires en 1966, Pablo s'inscrit brièvement à l'Université autonome latino-américaine de Medellín pour étudier les sciences politiques et économiques. Cependant, son passage à l'université se révèle de courte durée. Les témoignages de ses professeurs décrivent un étudiant brillant mais impatient, incapable de se contenter de la théorie académique lorsque les opportunités pratiques s'offrent à lui dans les rues de Medellín. C'est à cette époque que Pablo rencontre Maria Victoria Henao, une jeune fille de 13 ans issue d'une famille respectable de la classe moyenne de Medellín. Malgré la différence d'âge et l'opposition initiale de la famille Henao, Pablo démontre sa capacité de persuasion et sa détermination en courtisant méthodiquement la jeune fille. Cette relation, qui aboutira à leur mariage en 1976, révèle un autre aspect de sa personnalité, sa capacité à maintenir une façade de respectabilité sociale tout en développant ses activités clandestines. Les premières entreprises criminelles organisées de Pablo émergent vers la fin des années 60.
Il commence par constituer un petit groupe de complices issus de son quartier, principalement des jeunes hommes désœuvrés, attirés par sa personnalité charismatique et ses promesses de richesse rapide. Ensemble, ils développent un système sophistiqué de vol de véhicules qui révèle déjà les caractéristiques organisationnelles qui définiront plus tard son empire. Hiérarchie claire, répartition précise des tâches, système de sécurité pour protéger les membres du groupe et surtout, réinvestissement systématique des profits dans l'expansion des activités. Le mode opératoire développé par le groupe d'Escobar pour le vol de véhicules démontre une sophistication remarquable pour l'époque. Plutôt que de se contenter de vols opportunistes, ils mettent en place un véritable réseau de renseignements pour identifier les cibles les plus rentables. Ils étudient les habitudes des propriétaires de véhicules de luxe, identifient les failles dans les systèmes de sécurité et développent même des contacts corrompus au sein des forces de l'ordre pour obtenir des informations privilégiées sur les enquêtes en cours. L'évolution de Pablo vers des activités criminelles plus lucratives coïncide avec l'émergence d'un nouveau marché dans la région, le commerce des substances illicites. Au début des années 70, la demande internationale pour certaines substances contrôlées connaît une croissance exponentielle, particulièrement aux États-Unis. La géographie colombienne, avec ses vastes territoires difficiles à contrôler et ses côtes étendues, en fait un point de transit naturel pour ce commerce clandestin. Pablo identifie rapidement le potentiel de cette nouvelle industrie. Contrairement au vol de véhicules, qui requiert un effort constant pour des profits limités, le commerce de substances illicites offre des marges bénéficiaires extraordinaires pour un investissement initial relativement modeste. De plus, la nature de ce commerce permet de développer des réseaux internationaux multipliant exponentiellement les opportunités de croissance. Ses premières incursions dans ce domaine révèlent une approche méthodique caractéristique. Plutôt que de se lancer aveuglément, Pablo passe plusieurs mois à étudier le fonctionnement du marché existant. Il identifie les faiblesses des réseaux établis, analyse les routes de transport les plus efficaces et surtout développe une compréhension approfondie des mécanismes de corruption nécessaires pour assurer la protection de ses activités. L'une des innovations les plus significatives de Pablo durant cette période initiale concerne son approche de la violence. Contrairement à de nombreux criminels de l'époque qui utilisent la violence de manière impulsive et désorganisée, Pablo développe une philosophie stratégique de l'intimidation. Il comprend que la violence bien calibrée et méthodiquement appliquée peut être plus efficace qu'une brutalité aveugle. Cette approche lui permet de neutraliser ses adversaires tout en maintenant un profil relativement bas qui lui évite l'attention excessive des autorités. Les bénéfices générés par ses premières activités dans le commerce de substances illicites permettent à Pablo de franchir un cap décisif dans son évolution criminelle. Plutôt que de se contenter de dépenser ses profits, il adopte une stratégie de réinvestissement systématique qui révèle une vision à long terme remarquable. Une partie des revenus sert à corrompre des fonctionnaires stratégiquement placés, créant un réseau de protection qui facilitera ses activités futures. Une autre partie finance l'acquisition d'armements plus sophistiqués et la formation de ses hommes à des techniques militaires avancées. Simultanément, Pablo commence à développer ce qui deviendra l'une de ses stratégies les plus efficaces, l'investissement dans des projets sociaux destinés à gagner le soutien de la population locale. Dès le début des années 70, il finance la construction de terrains de football dans les quartiers pauvres de Medellín, distribue de l'argent aux familles nécessiteuses et organise des fêtes publiques généreuses. Cette approche lui assure non seulement une protection populaire précieuse, mais lui permet également de recruter de nouveaux membres pour son organisation parmi une population reconnaissante. L'expansion géographique de ses activités révèle une autre facette de son génie organisationnel. Pablo comprend rapidement que le contrôle territorial représente un avantage concurrentiel décisif dans le commerce de substances illicites. Il commence donc à établir des bases d'opération dans des régions stratégiques de la Colombie, particulièrement dans les zones rurales difficiles d'accès où le contrôle gouvernemental reste limité. Chaque nouvelle base est établie selon le même modèle: corruption des autorités locales, investissement dans l'infrastructure communautaire pour gagner le soutien populaire et mise en place d'un système de sécurité sophistiqué pour protéger les opérations. La transformation de Pablo d'un délinquant local en entrepreneur criminel d'envergure nationale s'accélère vers le milieu des années 70. Les profits générés par ces activités atteignent des niveaux qui dépassent largement ceux de nombreuses entreprises légales colombiennes. Cette richesse lui permet de franchir un nouveau palier dans son évolution, la constitution d'une véritable organisation criminelle structurée, avec des départements spécialisés, des procédures opérationnelles standardisées et même des systèmes comptables sophistiqués pour gérer les flux financiers complexes. L'un des aspects les plus remarquables de cette période concerne le développement de sa capacité à naviguer entre les mondes légal
légitime et illégale. Pablo perfectionne l'art de maintenir une façade de respectabilité sociale tout en dirigeant des opérations criminelles d'envergure croissante. Il s'entoure d'avocats compétents, comptables discrets et même d'hommes politiques corrompus qui l'aident à blanchir ses revenus illégaux et à protéger ses intérêts légitimes. Cette dualité se reflète également dans sa vie personnelle. Son mariage avec Maria Victoria en 1976 marque symboliquement son intégration dans la société respectable de Medellín, tout en lui fournissant une couverture sociale précieuse pour ses activités clandestines. La cérémonie, organisée de manière ostentatoire, démontre sa richesse croissante tout en affirmant son statut d'homme d'affaires prospère aux yeux de la communauté locale. Les méthodes de recrutement développées par Pablo durant cette période révèlent une compréhension psychologique remarquable des motivations humaines. Plutôt que de se contenter d'embaucher des criminels expérimentés, il privilégie le recrutement de jeunes hommes issus des quartiers pauvres de Medellín, qu'il forme selon ses propres méthodes. Cette approche lui permet de créer une génération de collaborateurs entièrement dévoués à sa personne et à ses méthodes, réduisant considérablement les risques de trahison. L'entraînement de ses recrues combine formation technique et endoctrinement idéologique. Sur le plan technique, Pablo investit dans une formation militaire de qualité, faisant appel à d'anciens membres des forces armées pour enseigner à ses hommes les tactiques de combat, l'utilisation d'armements sophistiqués et les techniques de sécurité opérationnelle. Sur le plan idéologique, il développe une rhétorique qui présente leurs activités comme une forme de justice sociale, une redistribution des richesses au profit des classes populaires négligées par l'État colombien. Cette période de formation voit également l'émergence des premiers signes de l'ambition politique qui caractérisera plus tard la carrière de Pablo. Dès le milieu des années 70, il commence à exprimer publiquement des opinions sur les problèmes sociaux de la Colombie, se positionnant comme un défenseur des classes populaires contre l'oligarchie traditionnelle. Cette rhétorique populiste, combinée à ses investissements charitables réels, lui attire une sympathie croissante parmi les populations marginalisées de Medellín et de la région d'Antioquia. L'évolution technologique de ses opérations durant cette période démontre sa capacité d'adaptation et d'innovation. Pablo investit massivement dans les communications radio sophistiquées, permettant une coordination efficace de ses activités sur de vastes territoires. Il développe également des techniques de transport innovantes, utilisant des véhicules modifiés, des embarcations rapides et même des aéronefs légers pour optimiser l'efficacité de ses réseaux de distribution. La gestion financière de son empire naissant révèle une sophistication qui surprend même les experts en criminalité organisée. Pablo développe un système de blanchiment d'argent qui utilise des entreprises légales comme couverture, des investissements immobiliers stratégiques et même des placements internationaux pour diversifier et protéger ses actifs. Cette approche méthodique de la gestion financière lui permet d'accumuler des réserves considérables tout en minimisant les risques de confiscation par les autorités. Vers la fin des années 70, Pablo Escobar a réussi sa transformation d'un petit délinquant local en l'un des entrepreneurs criminels les plus sophistiqués de Colombie. Son organisation contrôle désormais une part significative du commerce de substances illicites dans la région d'Antioquia et ses ambitions commencent à s'étendre vers les marchés internationaux. Les fondations de ce qui deviendra l'un des empires criminels les plus puissants de l'histoire moderne sont désormais solidement établies et Pablo s'apprête à franchir le cap qui le transformera d'un criminel régional en une figure de dimension internationale. Les racines du mal sont désormais profondément ancrées dans le sol colombien, nourries par l'inégalité sociale, la corruption institutionnelle et l'ambition démesurée d'un homme qui a décidé de réécrire les règles du jeu selon ses propres termes. Ce qui a commencé comme une série de délits mineurs dans les rues poussiéreuses de Medellín s'apprête à devenir un phénomène qui ébranlera les fondements même de la société colombienne et marquera à jamais l'histoire du crime organisé international. Au tournant des années 80, Pablo Escobar franchit le seuil qui sépare le criminel régional du baron international. L'évolution de la demande mondiale pour les substances illicites, particulièrement aux États-Unis, crée des opportunités sans précédent pour ceux qui maîtrisent les routes d'approvisionnement sud-américaines. Pablo, avec sa vision stratégique et son organisation déjà sophistiquée, se positionne idéalement pour exploiter cette révolution du marché clandestin. La transformation géopolitique qui s'opère durant cette période favorise extraordinairement les ambitions d'Escobar. Les États-Unis connaissent une explosion de la demande pour les substances contrôlées, alimentée par une prospérité économique croissante et des changements culturels profonds.
Simultanément, les technologies de transport et de communication se modernisent rapidement, facilitant la coordination d'opérations internationales complexes. Pablo identifie cette convergence de facteurs comme une opportunité historique qu'il doit saisir avant ses concurrents. La constitution formelle de ce qui deviendra connu sous le nom de cartel de Medellín représente l'un des tournants les plus significatifs de cette période. Plutôt que de continuer à opérer comme un entrepreneur criminel isolé, Pablo comprend que la domination du marché international requiert une alliance stratégique avec d'autres figures influentes du secteur. Il orchestre donc la création d'une confédération criminelle qui rassemble les principaux acteurs de la région d'Antioquia sous son leadership. Les membres fondateurs de cette alliance incluent les frères Jorge Luis, Juan David et Fabio Ochoa Vázquez, issus d'une famille d'éleveurs traditionnels reconvertis dans les activités illicites, ainsi que Carlos Leder Rivas, un colombo-allemand doté d'une vision internationale remarquable, et José Gonzalo Rodríguez Gacha, surnommé El Mexicano pour ses méthodes particulièrement impitoyables. Cette association de talents complémentaires crée une synergie qui propulse l'organisation vers des niveaux de sophistication et d'efficacité inégalés. L'innovation organisationnelle la plus remarquable de cette période concerne la structure opérationnelle du cartel. Pablo développe un modèle qui combine la centralisation stratégique avec la décentralisation opérationnelle, permettant une coordination efficace tout en minimisant les risques de paralysie en cas d'intervention des autorités. Chaque membre de l'Alliance conserve l'autonomie de ses opérations locales, mais toutes les décisions stratégiques majeures sont prises collectivement sous la direction informelle mais indiscutable de Pablo. L'expansion vers les marchés internationaux révèle le génie logistique d'Escobar. Plutôt que de se contenter des routes traditionnelles d'exportation, il développe un réseau de transport multimodal d'une complexité extraordinaire. Des laboratoires clandestins dissimulés dans la jungle colombienne, au centre de distribution urbain des États-Unis, chaque étape du processus est optimisée pour maximiser l'efficacité tout en minimisant les risques de détection. L'acquisition de Hacienda Nápoles en 1978 symbolise parfaitement l'ascension de Pablo vers les sommets du pouvoir. Cette propriété de 3000 hectares située entre Bogota et Medellín devient bien plus qu'une résidence luxueuse. Elle se transforme en un véritable État dans l'État, avec ses propres règles, sa propre sécurité et même sa propre piste d'atterrissage pour faciliter les opérations aériennes clandestines. Le zoo privé qu'il y fait construire, peuplé d'animaux exotiques importés d'Afrique, devient rapidement le symbole de sa richesse ostentatoire et de son mépris pour les limitations conventionnelles. La sophistication financière de l'empire d'Escobar durant cette période dépasse celle de nombreuses multinationales légitimes. Les revenus générés par ces activités atteignent des proportions astronomiques. Selon les estimations les plus conservatives des autorités internationales, son organisation génère plusieurs milliards de dollars annuellement au début des années 80. Cette richesse extraordinaire lui permet de corrompre des gouvernements entiers, d'acquérir des flottes d'aéronefs et de maintenir des armées privées équipées d'armements militaires sophistiqués. Le système de blanchiment d'argent développé par Pablo révèle une compréhension remarquable des mécanismes financiers internationaux. Il crée un réseau complexe d'entreprises fictives, d'investissements immobiliers et de placements offshore qui permettent de légaliser des sommes colossales, tout en évitant la détection des autorités fiscales. Des compagnies aériennes aux chaînes d'hôtels, en passant par des équipes de football professionnelles, ces investissements légaux couvrent pratiquement tous les secteurs de l'économie colombienne. L'influence politique d'Escobar atteint son apogée avec son élection comme député suppléant au Congrès national colombien en 1982. Cette légitimation politique, obtenue grâce à une campagne populiste habilement orchestrée, lui confère une immunité parlementaire précieuse et un accès direct au centre de décision nationale. Son programme politique, centré sur la construction de logements sociaux et l'aide aux plus démunis, lui vaut un soutien populaire considérable dans les quartiers pauvres de Medellín. La construction de son image publique durant cette période démontre une maîtrise remarquable des techniques de communication modernes. Pablo investit massivement dans des projets sociaux très visibles, construction de quartiers entiers pour les familles déplacées, financement d'équipes sportives populaires, organisation de distribution massive de nourriture et d'argent dans les zones défavorisées. Cette stratégie de narco-populisme lui assure une protection sociale considérable tout en alimentant sa légende personnelle. L'expansion territoriale de son empire suit une logique géopolitique sophistiquée. Pablo identifie les zones géographiques stratégiques pour le contrôle des routes de trafic et y établit méthodiquement sa domination. Des côtes caribéennes aux frontières amazoniennes,
son organisation contrôle des territoires vastes où l'autorité de l'État colombien reste largement théorique. Dans ces régions, Pablo exerce une souveraineté de fait, rendant la justice selon ses propres critères et développant une économie parallèle entièrement dépendante de ses activités. La technologie joue un rôle crucial dans l'efficacité opérationnelle de son organisation. Pablo investit dans les systèmes de communication les plus avancés disponibles, utilisant des réseaux radio cryptés, des téléphones satellites et même des ordinateurs personnels pour coordonner ses activités. Ces centres de commandement, dissimulés dans des propriétés apparemment innocentes, rivalisent en sophistication avec ceux des forces armées nationales. La formation de ses collaborateurs atteint des niveaux de professionnalisme remarquables. Pablo établit de véritables académies clandestines, où ses recrues apprennent non seulement les techniques de combat et de sécurité, mais aussi les rudiments de la comptabilité, de la logistique internationale et même de la diplomatie. Cette approche systématique de la formation crée une génération de criminels hautement qualifiés, capables d'opérer efficacement dans des environnements complexes. L'influence culturelle d'Escobar s'étend bien au-delà du monde criminel. Sa richesse ostentatoire et son style de vie flamboyant inspirent une esthétique particulière qui influence la mode, l'architecture et même la musique populaire de l'époque. Les narco-telenovelas commencent à apparaître à la télévision colombienne, romanticisant la figure du baron de la drogue et contribuant à la mythification de Pablo dans l'imaginaire collectif. La relation complexe entre Pablo et les forces de l'ordre révèle les contradictions profondes de la société colombienne de l'époque. Tandis qu'une partie de l'establishment politique et policier bénéficie de sa corruption généreuse, une minorité croissante de fonctionnaires intègres commence à organiser une résistance déterminée à son influence. Cette polarisation progressive de la société colombienne autour de la figure d'Escobar annonce les conflits violents qui caractériseront la période suivante. L'internationalisation de ces opérations transforme Pablo en acteur géopolitique majeur. Ces réseaux s'étendent des laboratoires boliviens aux centres de distribution nord-américains, en passant par les centres financiers européens et les paradis fiscaux caribéens. Cette dimension internationale de son empire lui permet d'influencer les politiques de plusieurs gouvernements et de jouer un rôle dans les relations diplomatiques régionales. La gestion de ses relations avec les autres organisations criminelles démontre ses talents diplomatiques exceptionnels. Pablo développe des alliances stratégiques avec des groupes aussi divers que les cartels mexicains, les organisations mafieuses siciliennes et même certaines factions des groupes insurgés colombiens. Ces alliances lui permettent de diversifier ses activités et de multiplier ses sources de revenus tout en répartissant les risques opérationnels. L'impact économique de l'empire d'Escobar sur la Colombie devient si significatif qu'il influence les indicateurs macroéconomiques nationaux. Les devises étrangères générées par ces activités contribuent substantiellement à la balance commerciale colombienne, créant une dépendance économique paradoxale qui complique les efforts gouvernementaux pour combattre ces activités. Cette situation crée un dilemme politique complexe pour les autorités nationales, tiraillées entre la condamnation morale et la réalité économique. La sophistication de ces techniques de sécurité rivale avec celle des services secrets gouvernementaux. Pablo emploie d'anciens agents de renseignement, développe ses propres réseaux d'espionnage et utilise des technologies de contre-surveillance avancées pour protéger ses opérations. Ces dispositifs de sécurité incluent des systèmes d'alerte précoce, des protocoles d'évacuation d'urgence et même des doubles identités soigneusement préparées pour les membres les plus exposés de son organisation. L'évolution de ces méthodes de violence révèle une professionnalisation croissante de ses capacités militaires. Pablo transforme progressivement ses groupes de sécurité en véritables forces paramilitaires, équipées d'armements lourds et formées aux tactiques de guérilla urbaine. Cette militarisation de son organisation lui permet de défier ouvertement l'autorité de l'État dans certaines régions et d'imposer sa volonté par la force lorsque la corruption ne suffit plus. La gestion de ses relations familiales durant cette période révèle la complexité psychologique de sa personnalité. Malgré ses activités criminelles, Pablo maintient l'image d'un père de famille dévoué et d'un époux attentionné. Ses enfants, Juan Pablo et Manuela, grandissent dans un luxe extraordinaire, protégés par des dispositifs de sécurité sophistiqués et éduqués par des précepteurs privés. Cette dualité entre la violence de ses activités professionnelles et la tendresse de ses relations familiales illustre les contradictions profondes de sa personnalité. L'apogée de son pouvoir coïncide avec une transformation profonde de son statut social. De criminel recherché, Pablo devient progressivement une figure publique incontournable, courtisée par les politiciens, crainte par les autorités et adulée par une partie significative de la population colombienne. Cette légitimation sociale de facto
lui confère une influence qui dépasse largement le cadre de ses activités criminelles et lui permet d'intervenir dans les grands débats nationaux. Les investissements philanthropiques de Pablo atteignent des proportions considérables durant cette période. La construction du quartier Medellín Cintugurios pour reloger 2000 familles démunies devient le symbole de sa politique sociale. Ces investissements, financés par ses revenus illégaux mais répondant à des besoins sociaux réels, créent une ambiguïté morale qui divise profondément l'opinion publique colombienne entre condamnation et gratitude. L'influence de Pablo sur l'industrie du football colombien illustre sa capacité à utiliser le sport comme vecteur d'influence sociale et politique. Ses investissements dans les équipes locales, ses parrainages de tournois internationaux et même sa tentative de faire construire un stade olympique à Medellín démontrent sa compréhension des enjeux culturels et identitaires du sport dans la société colombienne. Vers le milieu des années 80, l'empire de Pablo Escobar atteint une dimension qui défie toute comparaison historique. Son organisation contrôle approximativement 80% du marché mondial des substances illicites dérivées de la coca, génère des revenus supérieurs au budget de nombreux États souverains et exerce une influence qui s'étend des rues de Medellín au couloir du pouvoir de Washington. Cet apogée du pouvoir absolu représente également le moment où les contradictions internes de son système commencent à générer les forces qui précipiteront sa chute. Cependant, cette domination extraordinaire porte en elle les germes de sa propre destruction. L'ampleur même de son empire attire désormais l'attention soutenue des gouvernements internationaux, tandis que ses méthodes de plus en plus violentes aliènent une partie croissante de l'opinion publique colombienne. Les fondations de ce qui semblait être un pouvoir inébranlable commencent imperceptiblement à se fissurer, préparant le terrain pour les conflits dramatiques qui marqueront la phase suivante de cette saga extraordinaire. L'année 1984 marque un tournant dramatique dans l'histoire de Pablo Escobar et de son empire criminel. L'événement déclencheur de ce qui deviendra une guerre totale contre l'État colombien se produit le 30 avril, lorsque le ministre de la Justice Rodrigo Lara Bonilla, figure emblématique de la lutte anticorruption, tombe sous les balles d'assassins à motocyclette dans les rues de Bogota. Cet assassinat, orchestré par Pablo en réponse aux efforts du ministre pour démanteler ses réseaux de corruption, franchit une ligne rouge qui transforme définitivement la nature de ses relations avec l'establishment politique colombien. La réaction gouvernementale ne se fait pas attendre. Le président Belisario Betancur, jusqu'alors relativement tolérant envers les activités de Pablo par pragmatisme politique, décrète l'état de siège et lance une offensive sans précédent contre le cartel de Medellín. Cette décision marque la fin de l'ère de coexistence tacite entre l'État colombien et l'empire d'Escobar, inaugurant une période de conflit ouvert qui durera près d'une décennie et transformera profondément la société colombienne. L'escalade de violence qui s'ensuit révèle la dimension militaire considérable que l'organisation de Pablo a acquise durant ses années d'expansion. Face à la pression gouvernementale, il active ses réseaux paramilitaires et transforme ses groupes de sécurité en véritables forces combattantes capables de défier l'armée nationale. Les premières confrontations armées démontrent que l'État colombien sous-estime gravement la capacité militaire de son adversaire et la complexité du défi qu'il représente. La stratégie de Pablo face à cette offensive gouvernementale révèle une sophistication tactique remarquable. Plutôt que de se contenter d'une défense passive, il développe une approche multidimensionnelle qui combine guérilla urbaine, terrorisme psychologique, guerre d'usure et manipulation de l'opinion publique. Cette stratégie vise non seulement à neutraliser les efforts gouvernementaux, mais également à démontrer que l'État colombien reste incapable de garantir l'ordre et la sécurité sur son propre territoire. L'un des aspects les plus innovants de sa stratégie concerne l'utilisation systématique de la terreur comme instrument politique. Pablo développe une méthodologie de l'intimidation qui cible spécifiquement les élites politiques, judiciaires et journalistiques. Les assassinats de personnalités publiques ne sont plus des actes impulsifs, mais des opérations soigneusement planifiées, destinées à envoyer des messages précis à des audiences spécifiques. Cette approche transforme chaque élimination en un acte de communication politique d'une efficacité redoutable. La création du groupe Los Extraditables en 1987 marque une évolution cruciale dans la guerre entre Pablo et l'État. Cette organisation, officiellement présentée comme un mouvement de résistance contre les traités d'extradition vers les États-Unis, devient en réalité l'instrument de légitimation politique des actions violentes du cartel. Le slogan « Preferimos una tumba en Colombia que una celda en Estados Unidos » « Nous préférons une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis » résume parfaitement la philosophie de résistance absolue qui guide désormais Pablo dans son conflit avec les autorités. L'intensification de la pression internationale
complique considérablement la position de Pablo. L'administration américaine, sous la présidence de Ronald Reagan, fait de la lutte contre le commerce de substances illicites une priorité de sécurité nationale et augmente drastiquement son soutien aux efforts colombiens. Cette implication directe des États-Unis transforme un conflit initialement national en affrontement géopolitique de dimension internationale, multipliant les ressources disponibles pour combattre l'empire d'Escobar. La réaction de Pablo à cette escalade internationale révèle une transformation psychologique significative de sa personnalité. L'homme d'affaires calculateur des années précédentes laisse progressivement place à un combattant obsédé par la survie et la vengeance. Cette évolution se traduit par une radicalisation de ses méthodes et une augmentation exponentielle du niveau de violence de ses opérations. Les considérations stratégiques à long terme cèdent souvent le pas à des réactions émotionnelles qui compromettent l'efficacité de ses actions. L'attentat contre l'Edificio del DAS, département administratif de sécurité, le 6 décembre 1989, constitue l'une des démonstrations les plus spectaculaires de sa capacité de nuisance. Cette opération, qui fait plus de 70 victimes et cause des dégâts matériels considérables au cœur de Bogota, démontre que Pablo dispose encore des moyens logistiques et humains nécessaires pour frapper au centre même du pouvoir gouvernemental. Cependant, l'impact psychologique de cet attentat se révèle finalement contre-productif, galvanisant l'opposition à ses activités au lieu de l'intimider. La campagne de terreur qui culmine avec l'explosion du vol Avianca 1011, le 27 novembre 1989, marque un point de non-retour dans la guerre entre Pablo et la société colombienne. Cette attaque, qui cause la mort de 110 personnes innocentes dans le seul but d'éliminer un candidat présidentiel, César Gaviria Trujillo, qui finalement ne se trouvait même pas à bord, provoque un rejet massif de l'opinion publique colombienne. Le soutien populaire dont jouissait Pablo dans certains secteurs de la société s'évapore rapidement face à l'horreur de cette tragédie. Parallèlement à sa guerre contre l'État, Pablo doit également faire face à l'émergence de rivaux déterminés à contester sa domination du marché des substances illicites. Le cartel de Cali, dirigé par les frères Gilberto et Miguel Rodríguez Orejuela, ainsi que par José Santa Cruz Londoño, développe une approche radicalement différente qui privilégie la discrétion, la corruption sophistiquée et l'intégration dans les structures économiques légales. Cette stratégie low profile contraste radicalement avec l'ostentation et la violence de Pablo, attirant progressivement une partie significative du marché international. La guerre entre les cartels de Medellín et de Cali révèle des différences philosophiques profondes sur la conduite des affaires criminelles. Tandis que Pablo privilégie la confrontation directe et la domination par la force, ses rivaux de Cali développent une approche plus subtile qui vise l'infiltration systématique des institutions légales. Cette différence stratégique se traduit par des niveaux de violence très différents, le cartel de Cali évitant soigneusement les actions spectaculaires qui attirent l'attention des autorités internationales. L'escalade du conflit entre les deux organisations criminelles transforme certaines régions de Colombie en véritables champs de bataille. Les affrontements armés entre les forces des deux cartels causent des centaines de victimes civiles et déstabilisent profondément l'économie locale. Cette guerre fratricida affaiblit considérablement la position de Pablo en le forçant à combattre simultanément sur deux fronts, contre l'État colombien et contre ses rivaux criminels. La stratégie de Pablo face à cette double pression révèle les limites de son approche militariste. Ses ressources, bien que considérables, ne sont pas infinies et la nécessité de maintenir des forces importantes pour défendre ses territoires contre les incursions du cartel de Cali réduit sa capacité à résister efficacement aux opérations gouvernementales. Cette dispersion de ses efforts tactiques contribue significativement à l'affaiblissement progressif de sa position dominante. L'émergence du groupe paramilitaire Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, persécuté par Pablo Escobar, en 1992 marque une nouvelle étape dans la guerre contre Pablo. Cette organisation, officiellement composée de victimes de ses actions violentes, bénéficie en réalité du soutien tacite des autorités et de la collaboration active du cartel de Cali. La création de ce groupe illustre l'isolement croissant de Pablo et la convergence de tous ses ennemis dans une alliance anti-Escobar de plus en plus efficace. Les méthodes employées par Los Pepes révèlent une compréhension sophistiquée des vulnérabilités psychologiques de Pablo. Plutôt que de l'attaquer directement, il cible systématiquement son entourage familial et ses biens personnels. Cette stratégie de guerre psychologique vise à exercer une pression émotionnelle constante sur Pablo en s'attaquant à ce qu'il chérit le plus, sa famille
et les symboles de sa réussite. L'incendie de plusieurs de ses propriétés, l'élimination de ses proches collaborateurs et les menaces directes contre sa famille créent un climat de stress permanent qui affecte profondément ses capacités de décision. La dégradation de la situation sécuritaire de Pablo se reflète dans la transformation de ses modes de vie. L'homme qui résidait naguère dans des palais somptueux se trouve progressivement contraint à une existence de fugitif permanent. Les déplacements constants, les cachettes précaires et l'isolement croissant transforment radicalement son quotidien et affectent tant sa santé physique que son équilibre psychologique. La négociation de sa reddition avec le gouvernement de César Gaviria révèle l'affaiblissement considérable de sa position. Les conditions qu'il parvient à obtenir, bien que généreuses selon les standards conventionnels, représentent une chute dramatique par rapport à son statut antérieur de quasi-souverain de facto. L'acceptation de l'emprisonnement, même dans une prison construite selon ses spécifications, marque symboliquement la fin de son règne absolu sur les territoires qu'il contrôlait. L'épisode de la prison de la cathédrale, construite spécialement pour son incarcération, illustre parfaitement les contradictions de cette période. Officiellement détenu, Pablo continue en réalité à diriger ses opérations depuis sa cellule luxueuse, recevant des visiteurs, organisant des fêtes et même éliminant des rivaux à l'intérieur même de l'établissement pénitentiaire. Cette situation surréaliste démontre à la fois la persistance de son pouvoir et l'incapacité de l'État colombien à exercer un contrôle effectif sur ses activités. La découverte des assassinats commis à l'intérieur de la cathédrale provoque un scandale national qui force le gouvernement à intervenir. La tentative de transfert de Pablo vers une prison conventionnelle déclenche sa fuite spectaculaire le 22 juillet 1992, marquant le début de sa dernière période de clandestinité. Cette évasion, minutieusement préparée, démontre que Pablo conserve encore des capacités opérationnelles considérables malgré l'affaiblissement général de sa position. La période de fuite qui suit révèle une transformation profonde de la nature de son organisation. De structure hiérarchique sophistiquée, le réseau d'Escobar se transforme progressivement en une série de cellules isolées communiquant de manière sporadique. Cette atomisation, nécessaire pour éviter la détection, réduit considérablement l'efficacité opérationnelle de l'organisation et compromet sa capacité à coordonner des actions complexes. L'intensification des opérations de recherche orchestrées par le bloc de Busqueda, unité d'élite spécialement créée pour sa capture, transforme Medellín en un immense terrain de chasse. L'utilisation de technologies de surveillance avancées, l'infiltration de ses réseaux de communication et la multiplication des raids transforment l'existence de Pablo en une course permanente contre ses poursuivants. Cette pression constante affecte profondément sa capacité de commandement et accélère la désintégration de son empire. La trahison progressive de ses collaborateurs les plus proches illustre l'effondrement de la loyauté qui cimentait son organisation. Face à l'intensification de la pression gouvernementale et aux offres de récompenses considérables, de nombreux membres de son entourage choisissent la négociation avec les autorités plutôt que la fidélité à leur chef. Ces défections privent Pablo d'informations cruciales sur les opérations contre lui et compromettent gravement sa sécurité personnelle. L'évolution de l'opinion publique colombienne représente peut-être le changement le plus significatif de cette période. Le soutien populaire dont jouissait Pablo dans certains secteurs de la société s'évapore progressivement face à l'escalade de violence et aux souffrances causées par sa guerre contre l'État. Même dans les quartiers pauvres de Medellín, traditionnellement acquis à sa cause, des voix commencent à s'élever pour réclamer la fin des violences et le retour de la paix. L'impact économique de cette guerre totale dépasse largement le secteur des activités illicites. L'insécurité générale provoque une fuite massive de capitaux, décourage les investissements étrangers et perturbe profondément le fonctionnement de l'économie légale. Le coût humain et matériel de ce conflit atteint des proportions qui remettent en question la viabilité même de la stratégie de confrontation directe adoptée par Pablo. Les tentatives de médiation internationale révèlent la dimension géopolitique que le conflit a acquise. Plusieurs gouvernements et organisations internationales proposent leurs bons offices pour négocier une solution pacifique, mais l'intransigeance croissante de Pablo et la détermination du gouvernement colombien à ne plus céder à ses exigences rendent ces initiatives largement inefficaces. L'isolement progressif de Pablo se reflète également dans la détérioration de ses relations familiales. Sa femme et ses enfants, contraints à un exil doré mais précaire, subissent les conséquences de ses choix stratégiques. Cette séparation forcée prive Pablo du soutien émotionnel familial
qui constituait l'un des piliers de son équilibre psychologique et accentue sa tendance à des réactions de plus en plus irrationnelles. La sophistication technologique des opérations de recherche contraste dramatiquement avec les moyens de plus en plus limités dont dispose Pablo. L'utilisation de systèmes de géolocalisation, d'interception des communications et de surveillance électronique sophistiquée par ses poursuivants révèle l'ampleur du déséquilibre des forces qui s'est progressivement instauré. Cette asymétrie technologique contribue significativement à l'accélération de sa chute. L'analyse des dernières communications interceptées de Pablo révèle un homme transformé par les épreuves et l'isolement. Le stratège calculateur des années précédentes laisse place à un fugitif amer et paranoïaque, obsédé par la vengeance et incapable d'accepter la réalité de sa défaite imminente. Cette transformation psychologique affecte profondément la qualité de ses décisions et précipite les erreurs qui conduiront à sa localisation finale. Les derniers mois de sa fuite se caractérisent par une dégradation accélérée de ses conditions de sécurité. Contraint à des déplacements constants entre des cachettes de plus en plus précaires, Pablo perd progressivement le contrôle de son environnement et de ses communications. Cette vulnérabilité croissante, combinée aux pressions psychologiques constantes, crée les conditions qui permettront finalement à ses poursuivants de le localiser dans sa dernière cachette du quartier Los Olivos de Medellín. La guerre totale engagée par Pablo Escobar contre l'État colombien et ses rivaux criminels révèle les limites inhérentes à une stratégie fondée exclusivement sur la violence et l'intimidation. Malgré ses ressources considérables et son génie tactique, Pablo découvre que la confrontation directe avec des institutions soutenues par la communauté internationale et l'opinion publique nationale reste ultimement vouée à l'échec. L'effondrement progressif de son empire témoigne de la impossibilité de maintenir durablement un pouvoir fondé uniquement sur la terreur, préparant ainsi le dénouement dramatique qui marquera la fin de son règne et l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire complexe de la criminalité organisée colombienne. Le 2 décembre 1993, vers 15h, les rues du quartier Los Olivos de Medellín résonnent des derniers coups de feu d'une chasse à l'homme qui aura duré 16 mois. Pablo Emilio Escobar Gaviria, l'homme qui avait défié l'État colombien et terrorisé une nation entière, tombe sous les balles du bloc de Busqueda dans des circonstances qui alimenteront les controverses pendant des décennies. Sa mort sur le toit d'une modeste maison de briques où il tentait une ultime évasion marque symboliquement la fin d'une ère et le début d'une période de transformation profonde pour la Colombie. Les dernières heures de Pablo révèlent l'ampleur de sa chute. L'homme qui commandait naguère à des armées privées et disposait de richesses incalculables se trouve réduit à fuir avec son fils Juan Pablo et son garde du corps, Álvaro de Jesús Agudelo, surnommé El Limón. Cette fuite désespérée à travers les toits de Los Olivos contraste dramatiquement avec le faste ostentatoire qui caractérisait sa vie durant les années d'apogée de son empire. Les dernières photographies de son corps, diffusées immédiatement dans le monde entier, révèlent un homme vieilli prématurément par le stress et l'isolement, bien loin de l'image du baron tout-puissant qui avait marqué les années précédentes. Les circonstances exactes de sa mort demeurent entourées de mystères et de controverses. Les versions officielles attribuent sa neutralisation aux forces du bloc de Busqueda, dirigé par le colonel Hugo Martinez, mais des témoignages contradictoires suggèrent la possible implication de Los Pepes ou même d'agents étrangers dans l'opération finale. Cette incertitude sur les détails de sa mort contribue paradoxalement à alimenter la légende de Pablo et à maintenir vivace l'intérêt du public pour son histoire personnelle. L'impact immédiat de la mort de Pablo sur la situation sécuritaire colombienne se révèle ambivalent. D'un côté, l'élimination du chef du cartel de Medellín entraîne une diminution significative des attentats terroristes et des assassinats politiques qui avaient terrorisé le pays durant la décennie précédente. La paix relative qui s'installe dans certaines régions permet aux institutions démocratiques de reprendre leur fonctionnement normal et aux citoyens de retrouver une certaine sérénité dans leur vie quotidienne. Cependant, la disparition de Pablo crée également un vide de pouvoir considérable dans l'écosystème criminel colombien. Les territoires et les routes commerciales qu'il contrôlait deviennent l'objet d'une concurrence féroce entre diverses organisations criminelles émergentes. Cette fragmentation du pouvoir criminel, si elle réduit la capacité de nuisance de chaque groupe individuellement, multiplie également le nombre d'acteurs violents et complique les efforts des autorités pour maintenir l'ordre public.
L'ascension du cartel de Cali après la chute de Pablo illustre parfaitement cette transformation du paysage criminel colombien. Les frères Rodriguez Orejuela et leurs associés, qui avaient privilégié la discrétion et l'infiltration plutôt que la confrontation directe, héritent d'une position dominante qu'ils exploitent avec une sophistication remarquable. Leur approche, radicalement différente de celle de Pablo, influence profondément l'évolution future de la criminalité organisée en Colombie et en Amérique latine. L'héritage économique de l'empire d'Escobar révèle la complexité de son impact sur la société colombienne. Les milliards de dollars générés par ces activités ont laissé des traces indélébiles dans l'économie nationale, créant des distorsions qui persistent longtemps après sa disparition. L'argent investi dans l'immobilier, les entreprises légales et les projets d'infrastructure continuent de circuler dans l'économie légale, rendant difficile la distinction entre richesses légitimes et capitaux d'origine criminelle. Les transformations urbaines de Medellín témoignent de cette ambiguïté économique persistante. Les quartiers construits grâce aux investissements de Pablo, les infrastructures sportives qu'il a financées et les entreprises qu'il a créées continuent de fonctionner et de bénéficier à la population locale. Cette réalité crée un dilemme moral complexe pour les habitants de ces zones, partagé entre la condamnation des méthodes criminelles et la reconnaissance des bénéfices tangibles que ces investissements ont apportés à leur qualité de vie. L'impact culturel de l'époque Escobar dépasse largement les frontières colombiennes et influence profondément la perception internationale de l'Amérique latine. La figure du narco-baron devient un archétype cinématographique et littéraire qui façonne l'imaginaire collectif mondial sur la région. Cette mythification de Pablo contribue paradoxalement à perpétuer des stéréotypes sur la Colombie et l'Amérique latine qui compliquent les efforts de ces pays pour développer une image internationale plus nuancée. La production culturelle contemporaine, des telenovelas aux films hollywoodiens, puise abondamment dans l'histoire de Pablo pour créer des récits qui mélangent réalité historique et fiction romanesque. Cette appropriation artistique de son histoire contribue à maintenir vivace sa mémoire dans l'imaginaire populaire, transformant progressivement le criminel historique en personnage quasi mythologique dont la complexité psychologique fascine autant qu'elle répugne. L'évolution du système judiciaire colombien après la mort de Pablo révèle l'une des transformations les plus significatives de cette période. La Constitution de 1991, adoptée en partie en réaction aux excès de la période Escobar, renforce considérablement les mécanismes de protection des droits humains et limite les possibilités d'extradition qui avaient constitué l'un des principaux motifs de conflit. Ces réformes institutionnelles marquent une tentative de la société colombienne de tirer les leçons de cette période traumatique. L'impact sur le système politique colombien se manifeste par une méfiance durable envers les figures charismatiques et les discours populistes. L'expérience Pablo Escobar enseigne aux Colombiens les dangers que représentent les leaders qui prétendent contourner les institutions démocratiques au nom de l'efficacité ou de la justice sociale. Cette leçon influence profondément les débats politiques des décennies suivantes et renforce l'attachement aux procédures démocratiques formelles. Les conséquences internationales de l'ère Escobar transforment également les relations diplomatiques de la Colombie avec ses voisins et les grandes puissances. La coopération antidrogue devient un axe central de la politique étrangère colombienne, influençant les négociations commerciales, les accords de sécurité et même les programmes d'aide au développement. Cette dimension internationale persistante de l'héritage d'Escobar contraint les gouvernements colombiens successifs à maintenir une vigilance constante pour préserver la crédibilité internationale du pays. L'émergence de nouveaux acteurs criminels après la chute de Pablo démontre que l'élimination d'un leader charismatique ne suffit pas à résoudre les problèmes structurels qui favorisent le développement de la criminalité organisée. Les organisations criminelles qui succèdent au cartel de Medellín, des paramilitaires aux groupes de narcotrafiquants régionaux, héritent partiellement de ces méthodes tout en développant leurs propres innovations tactiques et stratégiques. L'évolution de ces nouveaux groupes criminels révèle l'influence durable des innovations organisationnelles développées par Pablo, l'utilisation de la corruption systémique, l'investissement dans des projets sociaux pour gagner le soutien populaire, la militarisation des structures criminelles et la recherche de légitimation politique deviennent des éléments standards du répertoire de la criminalité organisée latino-américaine. En ce sens, Pablo peut être considéré comme l'inventeur du modèle moderne du cartel de la drogue. L'impact psychologique de l'époque Escobar
d'Escobar sur la société colombienne se manifeste par une transformation profonde des perceptions collectives de la légalité et de l'autorité. La démonstration qu'un individu pouvait défier impunément l'État pendant plus d'une décennie laisse des traces durables dans la mentalité collective, alimentant un cynisme persistant envers les institutions publiques et une fascination ambiguë pour les figures qui transgressent les règles établies. Les efforts de mémoire historique entrepris en Colombie révèlent la difficulté de construire un récit cohérent sur cette période traumatique. Entre victimisation et héroïsation, condamnation morale et reconnaissance des réalisations sociales, la société colombienne peine à développer une vision consensuelle de l'héritage d'Escobar. Cette difficulté mémorielle complique les efforts de réconciliation nationale et maintient ouvertes des blessures qui tardent à cicatriser. L'influence de Pablo sur l'évolution du commerce international de substances illicites dépasse largement le cadre colombien. Les innovations logistiques, financières et organisationnelles qu'il a développées sont adoptées et adaptées par des organisations criminelles du monde entier. Des cartels mexicains aux mafias européennes, en passant par les réseaux asiatiques, l'empreinte méthodologique d'Escobar se retrouve dans les pratiques de la criminalité transnationale contemporaine. La transformation de Medellín après la mort de Pablo illustre la capacité de résilience et de réinvention des sociétés confrontées à des traumatismes extrêmes. La ville, qui fut le théâtre des pires violences des années 80 et 90, devient progressivement un modèle d'innovation urbaine et de développement social. Cette métamorphose démontre que les héritages les plus sombres peuvent être transformés en opportunités de renouveau et de progrès. Les politiques publiques développées à Medellín après l'ère Escobar, particulièrement dans les domaines de l'éducation, de la culture et de l'inclusion sociale, s'inspirent directement des leçons tirées de cette période. La compréhension que la pauvreté et l'exclusion sociale constituent des facteurs de vulnérabilité face au recrutement criminel influence profondément les stratégies de prévention adoptées par les autorités locales. L'analyse des causes profondes qui ont permis l'émergence et l'expansion de l'empire d'Escobar révèle des problématiques structurelles qui dépassent largement le cas colombien. L'inégalité sociale extrême, la faiblesse des institutions publiques, la corruption endémique et l'exclusion politique de vastes secteurs de la population créent des conditions favorables à l'émergence de figures comme Pablo dans de nombreux pays en développement. La persistance de ces problématiques structurelles explique en partie pourquoi l'élimination de Pablo n'a pas suffi à éradiquer définitivement la criminalité organisée en Colombie. Sans transformation profonde des conditions socio-économiques qui favorisent le recrutement criminel, l'élimination des leaders individuels reste largement insuffisante pour résoudre le problème de fond. L'évolution de la lutte antidrogues internationale après la mort de Pablo révèle l'influence durable de son cas sur les politiques publiques mondiales. L'échec relatif des stratégies purement répressives appliquées contre son organisation pousse de nombreux gouvernements à développer des approches plus complexes qui intègrent des dimensions sociales, économiques et de santé publique dans leur programme de lutte contre les substances illicites. La famille d'Escobar, contrainte à l'exil et au changement d'identité, incarne la complexité des héritages personnels de cette histoire. Maria Victoria Henao et leurs enfants, Juan Pablo et Manuela, deviennent les témoins privilégiés mais traumatisés d'une période qui les dépasse. Leurs témoignages ultérieurs révèlent l'impact psychologique dévastateur de la vie aux côtés d'un personnage aussi controversé et la difficulté de construire une existence normale après de telles expériences. L'évolution de l'opinion publique colombienne sur Pablo depuis sa mort révèle une maturation progressive de la société dans sa capacité à analyser objectivement cette période. L'émotion immédiate cède progressivement place à une analyse plus nuancée qui reconnaît la complexité du personnage sans pour autant excuser ses crimes. Cette évolution témoigne de la capacité de la société colombienne à dépasser les traumatismes pour construire une mémoire historique équilibrée. Les études académiques consacrées au phénomène Escobar révèlent l'intérêt scientifique considérable que suscite son cas dans diverses disciplines. Criminologues, sociologues, politologues, économistes et psychologues trouvent dans son histoire un laboratoire extraordinaire pour comprendre les mécanismes de la criminalité organisée, les dynamiques du pouvoir illégal et les interactions complexes entre crime et société. L'influence de Pablo sur l'art et la littérature contemporaine dépasse largement le cadre colombien et inspire des créateurs du monde entier. Romans, films, séries télévisées, documentaires et œuvres d'art puisent dans son histoire pour explorer des thématiques universelles sur le pouvoir, la corruption, la violence et la rédemption. Cette appropriation artistique contribue à maintenir vivace sa mémoire tout en permettant une réflexion critique
critique sur les enjeux qu'il incarnait. Les transformations technologiques qui ont suivi sa mort révèlent comment les innovations qu'il avait développées dans les domaines de la communication, du transport et de la sécurité sont devenues obsolètes face au progrès de la surveillance électronique et de l'analyse de données. Cette évolution technologique modifie profondément les conditions d'exercice de la criminalité organisée et rend largement caduques certaines des méthodes qui avaient fait son succès. L'émergence de nouvelles formes de criminalité transnationale, du cybercrime au réseau de traite d'êtres humains, révèle que l'élimination de Pablo n'a pas mis fin à l'évolution de la criminalité organisée, mais a simplement ouvert la voie à de nouvelles innovations criminelles. Cette continuité démontre que la lutte contre la criminalité organisée reste un défi permanent qui exige une adaptation constante des stratégies de réponse. L'analyse comparative avec d'autres figures criminelles historiques révèle les spécificités du cas Pablo Escobar et son influence sur l'évolution générale de la criminalité organisée mondiale. Sa capacité à combiner violence extrême et charisme populaire, sophistication organisationnelle et brutalité primitive, ambition politique et activité criminelle, en fait, un cas d'étude unique qui continue d'alimenter les réflexions sur les formes contemporaines du crime organisé. L'héritage institutionnel de l'ère Escobar se manifeste par la création d'organismes spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée, tant au niveau national qu'international. Ces institutions, des forces d'élite nationales aux agences de coopération internationale, perpétuent et perfectionnent les méthodes développées pour combattre son organisation, créant ainsi un héritage paradoxal où les innovations de Pablo influencent également l'évolution de ceux qui le combattaient. 30 ans après sa mort, Pablo Emilio Escobar Gaviria demeure une figure qui fascine autant qu'elle répugne, un symbole contradictoire qui incarne à la fois les pires excès de la criminalité organisée et la complexité des sociétés latino-américaines contemporaines. Son histoire, loin d'être simplement celle d'un criminel exceptionnel, révèle les tensions profondes qui traversent les sociétés en développement et les défis permanents que représentent l'inégalité, la corruption et l'exclusion sociale. L'héritage sombre de Pablo Escobar continue d'influencer la Colombie et le monde, rappelant que les conséquences des choix individuels peuvent résonner bien au-delà de l'existence de ceux qui les prennent. Son histoire demeure un avertissement sur les dangers que représente l'ambition démesurée et l'absence de limites morales, tout en illustrant la capacité des sociétés humaines à survivre aux pires traumatismes et à en tirer des leçons pour construire un avenir meilleur. Cette chronique de l'ascension et de la chute de l'un des criminels les plus notoires de l'histoire moderne nous rappelle que derrière les légendes se cachent toujours des réalités humaines complexes, des souffrances réelles et des enseignements précieux pour comprendre notre monde contemporain. L'histoire de Pablo Escobar, dans toute sa complexité troublante, continue de nous interroger sur les fondements de notre société et les défis que nous devons relever pour construire un monde plus juste et plus sûr. Si cette plongée dans les méandres de l'une des histoires criminelles les plus fascinantes du XXe siècle vous a captivé, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Crimes du Sommeil pour découvrir d'autres récits extraordinaires qui ont marqué l'histoire de la criminalité internationale. Ensemble, continuons à explorer ces pages sombres de l'humanité qui, paradoxalement, éclairent notre compréhension du monde contemporain.